et Bachar el-Assad qui a fui le pays. 3 images à vous présenter ce matin et qui viennent de nous parvenir il y a quelques minutes. D'abord, les rebelles qui entrent dans le palais présidentiel à Damas. On découvre ces images ce matin du bureau, notamment de Bachar el-Assad. Deuxième image, ces combattants qui escortent le Premier ministre syrien en dehors de son bureau et de sa résidence du côté de Daraa en Syrie. Il est escorté dans une voiture pour aller ensuite avec les rebelles. On découvre certains sont armés. Et regardez enfin cette image que l'on vous propose depuis quelques minutes. C'est celle de l'ambassade d'Iran à Damas, vandalisée là encore par des hommes armés. L'intérieur de l'ambassade a été en partie saccagé. Ces rebelles se sont exprimés à la télévision d'État dans la nuit. Ils annoncent avoir pris la capitale Damas et l'avoir libéré, je cite, du tyran Bachar el-Assad. Des scènes de liesse sont visibles dans tout le pays. Mathis Menu. Scène de liesse à Damas. Ce matin, rebelles et citoyens célèbrent côte à côte. Dieu est grand, le régime a été renversé, ainsi que la direction de la sécurité de l'État et les services de renseignement de l'armée de l'air. Dieu soit loué. En pleine nuit, le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham a pénétré dans la capitale. Face à leur arrivée, le président Bachar el-Assad aurait fui son propre pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À la télévision publique, les combattants revendiquent leur victoire. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar el-Assad a été renversé et tous les prisonniers du régime ont été libérés. D'après l'AFP, plusieurs centaines de soldats auraient fui vers l'Irak. Le Premier ministre, lui, se dit prêt à toute procédure de passation. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Le chef de la coalition rebelle appelle ses combattants à ne pas s'approcher des institutions publiques jusqu'à la passation officielle. Et direction la Syrie pour rejoindre nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Pierre Humet. On vous retrouve à Raqqa dans le nord-est du pays. Vous êtes la seule équipe française présente en Syrie. La chute du régime a donc été fulgurante et vous assistez depuis plusieurs heures maintenant à des scènes de liesse dans toute la ville. Absolument, dès les premières lueurs du jour, on a vu des centaines et des centaines de personnes descendre dans la rue. Comme vous le voyez en ce moment même, des centaines de personnes qui se sont rassemblées sur la place derrière moi, qui sont venues pour célébrer cette fin du régime de Bachar el-Assad. Ce qu'on a entendu, c'est des gens crier, ça fait 50 ans et c'est fini. 50 ans, c'est une référence au règne du père de Bachar el-Assad et de son fils, de la dynastie des Assad. On sent une immense joie. Les Syriens se rassemblent pour fêter. Il y a un mélange de sidération, de joie, d'incrédulité. Ils ont besoin de réaliser ensemble comment croire qu'en un peu plus d'une semaine, ce régime s'effondre après cette révolution qui a commencé il y a 13 ans. On sent énormément d'espoir. Les Syriens nous disent maintenant tout est possible. Il est possible de construire une nouvelle Syrie, de construire un nouveau pays. Autre phrase que l'on a beaucoup entendue, c'est le peuple syrien est désormais uni. Tout le monde doit pouvoir vivre en Syrie en sécurité. Il y a une volonté des Syriens de voir les institutions préservées, de construire quelque chose de nouveau. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de questions ce matin, beaucoup d'incertitudes, mais pour l'instant, ici, en Syrie, on sent qu'on est avant tout dans la célébration. Merci beaucoup Gwendoline de Bono et Pierre Humet, donc en direct de Raqqa en Syrie. Et dans le même temps, le Hezbollah a annoncé retirer ses forces de la périphérie de Damas, direction le Liban pour rejoindre notre correspondant sur place, Arthur Saradin. Bonjour Arthur, c'est une annonce forte du groupe terroriste. Alors, est-ce qu'il y a des craintes de contagion du conflit du côté du Liban, Arthur ? Alors, pas sûr pour la contagion. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des conséquences régionales à la chute d'une des plus vieilles tyrannies de la région, celle de la famille Assad. Évidemment, il va y avoir des conséquences sur le Hezbollah. Rappelons qu'ils étaient alliés, que beaucoup du trafic duquel dépendait le Hezbollah dépendait de la stabilité de ce régime, trafic d'armes, trafic de captagon, de drogue. Donc évidemment, ça aura des impacts sur le Liban.
côté libanais aussi, on peut imaginer un retour des réfugiés syriens. Ils sont plus de 2 millions au Liban. Alors certains ne vont peut-être pas pouvoir rentrer aussi pour des raisons économiques, parce que malgré le changement de pouvoir en Syrie, la situation économique est encore dramatique dans le pays. Mais déjà, ça ouvre un espoir après 13 ans d'exil pour ces réfugiés syriens. Et puis, il y a aussi la question de la région qui avait été souvent déçue des printemps arabes. Et on se souvient ici, à Beyrouth et dans plein d'autres capitales arabes, quand il y avait des espoirs de soulèvement, eh bien l'exemple syrien revenait souvent sur la table. Ce régime indéboulonnable de Bachar el-Assad, qui finalement aujourd'hui est tombé après 13 ans de guerre et de souffrance pour la population syrienne. Il faudra voir si, dans les années à venir, eh bien cela pourra avoir un impact aussi sur d'autres civils, sur d'autres régimes autoritaires dans la région, dont les populations voudraient vouloir se débarrasser. Merci Arthur Saradin, notre correspondant, donc en direct de Beyrouth au Liban. C'est vrai ce qu'il dit, Arthur. Guillaume, attention, là on n'est pas dans un soulèvement du peuple qui a fait tomber Bachar el-Assad. C'est un groupe qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, donc dit HTS, voilà. Groupe qui se veut au discours plus policé, mais qui est quand même issu d'une branche d'Al-Qaïda, groupe qui est assimilé à un groupe terroriste. Il faut faire très attention et être prudent sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Oui, absolument. C'est surveillé comme le lait sur le feu par toutes les chancelleries occidentales, au premier rang desquelles Paris, qui regarde en fait cette situation avec beaucoup d'attention, parce que si la Syrie bascule dans le chaos généralisé, j'aimerais rappeler qu'il y a quand même des milliers de djihadistes qui sont enfermés dans les prisons syriennes, dont celle où se trouve notre envoyé spécial Gwendoline de Bono avec son coéquipier au nord de la Syrie. Et les Kurdes ont emprisonné donc des milliers de djihadistes qui avaient rejoint la Syrie et l'Irak au moment où l'État islamique régnait, vous vous souvenez, sur cette région-là, et semer la terreur à la fois en Irak et en Syrie, mais également sur le propre sol français, notre sol. Les attentats qu'on a connus le 7 janvier 2015, bientôt 10 ans, Charlie Hebdo plus l'hypercacher signé État islamique, évidemment le Bataclan, les terrasses et le Stade de France le 13 novembre 2015, ça rappelle d'extrêmement mauvais souvenirs. Nice en 2016, l'assassinat du père Hamel et beaucoup d'autres. Autant de gens qui étaient influencés par cet État islamique, lesquels États islamiques sont aujourd'hui ou dans les prisons syriennes et ou regroupés dans des cellules dormantes. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'inquiétude. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà, en effet, de ce groupe islamiste dont on verra quelle direction il prend, ou le djihadisme international, mais il semble avoir rompu, ou alors le pragmatisme, on voit quand même des scènes de liesse dans les rues de Damas, de Alep, de Homs. Oui, parce qu'il fallait faire tomber Bachar el-Assad. C'est bien ça, la fin d'une ère qui dure depuis 50 ans. En réalité, c'est l'intégralité de la population qui accompagne cette percée fulgurante qu'ont réalisé ces islamistes. Elle les accompagne parce que cette population, et c'est là que je termine, elle a été réprimée extrêmement violemment par Bachar el-Assad. Je rappelle que cette guerre civile qui a commencé en 2011, elle a entraîné la mort de 500 000 personnes et des millions de réfugiés au Liban où se trouve Arthur Saradin, mais également en Turquie. En tout cas, les cartes sont rebattues clairement dans la région, et la stabilité, justement, je dis instabilité parce que on en est là. On voit ces images, on avait des images ce matin à Istanbul, en Turquie, donc la Turquie qui soutient ce groupe de rebelles, des scènes de liesse là aussi, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens dans ce pays. Ces groupes sont soutenu donc par la Turquie, et en même temps il y a ces images de l'ambassade de l'Iran à Damas qui est complètement vandalisée parce que Bachar el-Assad lui était soutenu par l'Iran, par le Hezbollah libanais, par la Russie qui est en train peut-être de reculer, même si elle va peut-être accueillir, on ne sait pas encore, Bachar el-Assad, parce qu'on se demande aussi ce matin où il est. Ça rabat les cartes totalement sur la région. Ça rabat totalement les cartes. Bon, pour essayer de faire simple ce qui est complexe, ça me rappelle d'ailleurs la formule du général de Gaulle, je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Bon, voilà. Toutes les cartes de la région sont rebattues, en réalité elles sont rebattues depuis le 7 octobre dernier. Ça a véritablement bousculé, mais dans des proportions qui sont incroyablissime, l'ensemble de la région, donc le Proche et le Moyen-Orient pour commencer. En gros, le régime de Bachar al-Assad, il était soutenu par deux acteurs principaux. La Russie dont vous avez parlé, qui semble quitter le théâtre d'opération, qui accueille visiblement, d'après ce que M. Trump dit, le dictateur, le tyran Bachar al-Assad sur l'une de ses deux bases, ou à l'attaquer au nord-ouest ou à Tartous, pour se préparer à l'exfiltrer vers Moscou. Ça, c'est le premier point. Mais il y a surtout l'Iran qui regarde ça également comme le lait sur le feu. On a vu l'image de l'ambassade d'Iran
à Damas, complètement vandalisé. Pourquoi ? Parce que Bachar al-Assad, il était soutenu par Téhéran. La Syrie, elle est au carrefour de ce qu'on appelle l'arc chiite, qui part de Téhéran et qui allait jusqu'au sud du Liban via le Hezbollah pour menacer notamment Israël. Le Hezbollah, c'était le bras armé de Téhéran. Pour qu'il s'arme, ce Hezbollah, il fallait bien que les missiles et les munitions transitent quelque part. C'est la Syrie de Bachar el-Assad qui offrait ce hub, comme on dit en anglais, mais ce point de rencontre et de contact qui permettait sur son sol de faire transiter un certain nombre d'armes. Là, ce que voient les Iraniens, c'est le Hezbollah qui a été matraqué pendant 2 mois par Israël et qui a été très largement affaibli au Liban. Pays voisin en Syrie, Bachar al-Assad qui tombe, ça veut dire que 2 de ses soutiens principaux dans la région sont en train de tomber. Donc évidemment à Téhéran, je peux vous dire qu'on a extrêmement peur de la manière dont les événements se précipitent à toute vitesse. Rapidement, Nicolas, on peut s'attendre à une réaction du président Macron peut-être dans les minutes, dans les heures qui viennent, parce qu'il doit scruter la situation de près, évidemment. De toute façon, dans le domaine étranger, on peut s'attendre à des réactions d'Emmanuel Macron, parce que là encore, il conserve une crédibilité, même si celle-ci a été largement affaiblie par la dissolution. Alors, de quelle carte il dispose et les dernières initiatives diplomatiques, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord, n'ont pas été couronnées de succès. Sauf la dernière quand même, hier à l'Élysée. Non, mais je parlais du Proche-Orient spécifiquement. Oui. Encore que la paix, le cessez-le-feu au Liban, semble-t-il, tienne. Oui. Mais effectivement, il y a un avantage qui a été marqué hier à Notre-Dame en réunissant Trump et Zelensky, et il s'agit de rebondir sur cette réussite-là. Le succès appelant le succès, espérons-le.